Donc je vais commencer par donner la parole à Azilis pour nous donner la définition de la biosécurité qui quand même nous pose vraiment question avec ce mot sécurité et bio dans le même paquet. Et donc voilà, je te donne la parole et après je vous laisserai à la suite de la définition. Ouais. Se présenter après. Bah, soit vous vous présentez maintenant, soit tu mets une définition, genre intro, paf, et présentation. Okay. Allez, donc du coup, moi je vais juste lire ce que dit le ministère de l'Agriculture par rapport à la biosécurité. Donc la biosécurité désigne l'ensemble des mesures préventives et réglementaires qui visent à réduire les risques de diffusion et de transmission des maladies infectieuses chez l'homme, l'animal et le végétal. Moi, je m'excuse, je vais peut-être me lever parce que je trouve que, bon, on est un petit peu assis et puis c'est un peu difficile. Donc, je suis Sylvie Collat, je suis secrétaire nationale depuis le printemps, là, le mois de mai, suite au congrès. Je suis éleveuse de volailles et je fais aussi du maraîchage et des céréales pour mes volailles et j'ai mon abattoir de volailles biologiques dans le Gers. Voilà, donc je suis du Sud-Ouest. Et depuis bientôt 10 ans, j'ai accompagner tout le travail qu'on a fait avec l'équipe de Bagnolet, de salariés, Roxane au début, puis Fabien, et puis aussi maintenant Juliette, voilà, qui ont participé à ce combat qu'on a eu suite aux différentes épidémies de grippe aviaire dans le Sud-Ouest, notamment sur la volaille et le canard, et puis bien sûr après sur l'ensemble du territoire français. Donc voilà, c'est un long boulot, c'est 10 ans de bagarre, on n'a pas fini. Voilà, et tout ça pour reprendre le thème de justement en quoi ces normes de biosécurité nous ont amené à avoir dans notre région traditionnelle d'élevage plein air fleurir des bâtiments industriels de volailles, la disparition de la moitié de nos producteurs, mais toujours autant d'animaux finalement sur le territoire, voire même davantage. Et donc comment ces normes et ces différentes épidémies et si je puis dire la répression qu'il y a eu sur tous les éleveurs ont amené une industrialisation de la production dans une région qui était traditionnellement artisanale. Donc évidemment, tout a commencé en 2016-2017, grosse épidémie de grippe aviaire et tout d'un coup... panique à bord, ben oui, les volailles crevaient. Voilà, parce que l'influenza aviaire, la grippe aviaire, c'est une peste, c'est la peste aviaire, comme on disait chez nos grands-parents avant. Et donc les animaux, en quelques secondes, ils suffoquent et ils crèvent. Et donc dans la journée, vous pouvez avoir la moitié des animaux morts. Voilà, tout simplement. La volaille, c'est pas les bovins ni les cochons, donc ça tombe très vite comme des mouches. Et donc, effectivement, et puis, effectivement, ça allait d'un bâtiment à l'autre, et toute la proximité de ces élevages plein air, où il y avait souvent qu'un grillage entre deux élevages, ben, chacun voyait l'élevage du voisin être disséminé par la maladie, et donc, gros questionnement. Donc, effectivement, panique à bord, et donc, nous, à la conf, on a très vite vu que c'était quand même certains modèles d'élevage qui étaient touchés, ceux qui avaient quand même le plus d'animaux, quand même déjà, même si c'était du plein air. Et donc on est quand même très vite, on a essayé très vite de travailler pour que, puisqu'on était invité au travers des interprofessions, et notamment du CIFOG, parce que c'était essentiellement les canards qui crevaient, donc l'interprofession foie gras, qui, disons le foie gras, c'est le Sud-Ouest, à 80% c'était les Landes, le Gers et Pyrénées-Atlantiques. Donc très vite, on a vu que cette filière était ciblée et qu'il allait falloir nous défendre nos modèles de production plein air parce que très vite, ils nous ont dit, mais voilà, ce virus, c'est des oiseaux migrateurs qui ont amené le virus et donc tout ce qui est dehors va être contaminé. C'est pour ça que vous avez la grippe aviaire. Et d'autant plus que la maladie restait que dans le Sud-Ouest et que le Sud-Ouest pratiquait le plein air. À 80%. Il n'y a pas de bâtiment industriel quasiment dans nos régions ou très rarement quelques gros élevages de pondeuses très ciblés. Donc évidemment, il y a eu beaucoup de discussions, ça a été assez violent avec les interprofessions, avec la DGAL, et je me rappelle d'une réunion où Roxane, à l'époque, qui s'occupait du dossier, on était avec Benoît Laugier, qui faisait aussi beaucoup de volailles,
Et la responsable de la DGAL qui nous recevait au ministère nous disait, bon alors, expliquez-moi, les canards, vous les gavez toujours en faisant le truc de la petite manivelle, alors que non, déjà dans le Gers, il y avait des salles de gavage pneumatiques. Mais le problème, c'est qu'effectivement, ils se sont aperçus qu'en fait, ils ne savaient même pas où étaient les volailles. Parce qu'en fait, la volaille, elle n'est pas baguée comme le cochon ou comme le mouton ou comme la vache. Et que donc, c'est que les déclarations des éleveurs et que ça faisait longtemps que l'administration nous envoyait des imprimés CERFA à remplir sur ce qu'on mettait en place une fois par an ou tous les 2 ans. Et puis après, ils nous disaient arrêtez de nous envoyer des fax, on ne peut pas les gérer. Et puis finalement, en fait, ils ne savaient pas où étaient les élevages. Donc ça, c'est quand même pas simple. Ouais. Donc on est vraiment parti d'une situation assez désorganisée. Mais ça nous a vite rattrapés parce que du fait que le Gers et les Landes et le Tarn avaient de la grippe aviaire, eh bien, ils ont dit mais attention, on est en train de perdre le statut indemne de grippe aviaire. Et quand on perd un statut indemne pour une maladie, vous le savez dans plein d'autres maladies comme la tube, etc., ou la FCO, c'est le problème des exportations. Et donc, évidemment, vous pensez bien que le Grand Ouest, et on s'approche d'ici, je ne vais pas trop, mais là, nous, le Sud-Ouest, on l'a vécu comme quelque chose d'assez frontal, le Grand Ouest, et à l'époque, le président du CIFOG, c'était le directeur de l'abattoir de Val-de-Sèvres et directeur aussi de la grosse coopérative de cette filière industrielle de volailles de chair, pas de canards pour le coup, mais aussi de canards. Et donc, effectivement, c'était Laval, c'était donc ce grand patron, si je puis dire. Et il a dit, mais non, mais là, dans le Sud-Ouest, vous ne savez pas travailler, vous travaillez comme des cochons, vous faites n'importe quoi. Vous allez nous mettre des sas, vous allez nous mettre des beaux bâtiments, et vous allez nous rentrer tout ça, et puis ça suffit, et la maladie va disparaître. Donc, effectivement, donc, tous les débats ont été ensuite de bagarrer, et à chaque fois, c'était des réunions sans fin, où ils commençaient à nous dire, il faut faire des sas. Nous, on était en multibande, multi-espèces, chez nos éleveurs autarciques, comme je pratique, et comme pratiquait l'essentiel des confédérés. Et donc, effectivement, ils nous ont mis une pression pendant des réunions et des réunions. Mais à force de tenir tête, et c'est pour ça que je veux aussi que dans ce débat, on n'oublie pas les luttes. Les luttes, elles sont longues, comme on a obtenu pour le caisson d'abattage. C'est 10 ans de lutte de la conf d'obtenir le caisson d'abattage à la ferme. Et bien là, c'est pareil. On a tenu fort et on a eu de la chance, coïncidence, à l'époque, il y avait Le Foll qui était ministre de l'Agriculture. Et à force, nous, d'aller négocier, discuter, on a obtenu une dérogation des petits éleveurs plein air autarciques avec un guide biosécurité qui a été établi, où justement, on avait réussi dans un dialogue avec la DGAL, et comme quoi il faut quand même dialoguer avec nos administrations, que nos pratiques étaient en fait des bonnes pratiques de biosécurité, puisqu'en fait elles prévenaient la diffusion de la maladie, comme ça a été diffusé tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que nous, on élève du premier jour au dernier jour nos animaux, qu'on les abat souvent soit à la ferme, soit sur un abattoir de proximité. 5 minutes encore, sûr. Et ça ne fait pas beaucoup, hein, c'est 10 ans de lutte. Donc du coup, eh bien, on s'est retrouvé effectivement à ce que la DGAL, à l'époque, nous entende, nous dise oui, bon, effectivement. Et Le Foll a accepté de signer le pacte grippe aviaire pour les petits éleveurs autarciques. Et donc, on a eu un petit peu de répit. Et quand il y avait de la grippe aviaire, on avait quand même le droit de sortir nos volailles. Mais très vite, les choses ont changé. Et quand M. de Normandie est arrivé, qu'il y a eu encore des épisodes de grippe aviaire, et notamment dans le Grand Ouest, qui, avec ses volailles bien enfermées, s'est retrouvé aussi contaminé, qu'on a eu des crises monumentales, hein, qui ont coûté certaines années 1,5 milliard d'indemnisation, où on a tué des millions de volailles, où on a fait des charniers en plein air parce qu'on ne savait plus qu'en faire. Même nous, dans le Gers, on avait l'impression que c'était la guerre. C'était les camions d'équarrissage qui roulaient, qu'on croisait sur les routes. À 2 minutes, toutes les 2 minutes, il y avait un camion d'équarrissage. C'était très, très violent pour les éleveurs et vraiment des situations ingérables sur les volumes. Ingérables. Et donc, du coup, de Normandie a dit non, là, ça suffit. Maintenant, tout ça dedans, plus de dérogation. Et on nous a supprimé la dérogation des petits éleveurs plein air. Donc, effectivement, on est monté en bon confédéré. Eh bien, on a bagarré, on est allé vendre, on a attaqué en Conseil d'État
pour avoir le droit de produire en plein air, on a perdu. On a attaqué sur plein de sites et de lieux. On est allé vendre des œufs de poules plein air non claustrés, place de la République. Enfin, vous le savez, beaucoup d'entre vous ont dû participer à toutes ces mobilisations sur nos fermes. Et on a résisté et on avait des recommandés parce qu'on n'enfermait pas nos volailles. Et on avait la pression des voisins, on avait la pression de la profession classique, je dirais. Donc, ils ont réussi à diviser aussi les producteurs. Et nous, on a bagarré, on a refusé d'enfermer nos volailles, malgré les mises en demeure, malgré la suspension d'indemnité pour certains. Donc, ça a été un très long combat. Et finalement, voilà où on en est arrivé, c'est que vu que la pression et que la contamination de cette maladie s'est malgré tout développée, et on le savait, nous, depuis le début, que l'oiseau migrateur n'était responsable que de quelques contaminations primaires qui se comptaient sur les doigts de la main. Même les années où on a tué 22 millions de volailles, il y avait 5 contaminations liées à la faune sauvage. Il ne faut pas l'oublier, mais ça, il ne le disait pas. Vous savez, c'est le migrant, hein, l'oiseau migrateur, ce fameux migrant-là, qui amène tous les maux de la terre. Là, une fois de plus, c'était tellement facile de l'accuser. Et nous, on dénonçait tous les jours, et notamment parce qu'ils avaient été pris la main dans le sac. Un jour, un camion du Tarn est allé chercher des canards prêts à gaver. Il a livré 3 salles de gavage dans les Hautes-Pyrénées, le Gers et les Lot-et-Garonne. 3 jours après, il y avait 3 foyers dans 3 départements et l'incendie dans ces 3 départements. Donc, on avait toutes les démonstrations. Et en plus, on avait la démonstration aussi du côté intouchable de ce modèle, puisqu'il y avait une plainte au parquet de Paris qui n'a jamais été... il n'y a jamais eu de poursuite, alors que tous les témoignages disaient que le chauffeur avait chargé des camions qui étaient malades et que donc ils avaient contaminé toute la région en quelques jours. Donc, pour faire vite, où est-ce qu'on en est maintenant et vous dire, donc, ce qui s'est passé, c'est que les éleveurs, à force de tous les ans avoir la grippe aviaire, à force d'avoir cette pression, eh bien, beaucoup ont signé en bas de la page la construction d'un bâtiment. La construction d'un bâtiment plus grand que ce qu'ils avaient, parce que certains avaient juste des petits tunnels. Voilà, et les canards, ça va dehors. Hein. Le canard, c'est un palmipède. Hein. Je veux dire, c'était la dernière espèce qu'on pouvait enfermer. Hein, la poule pondeuse, on l'a industrialisée très vite. Le poulet, un peu moins. Mais le canard, c'est un palmipède avec des plumes. Et dans le Gers, je peux vous dire, l'été, il fait 35 degrés. Donc, quand on a de la grippe aviaire ou 45, comme l'été dernier, les gars, ils vont jusqu'à couper l'eau des animaux parce que ça consomme trop d'eau. Un canard, il fait que boire et chier, en fait. Hein. Donc, les types, ils passent leur temps à mettre de la paille dans les bâtiments. C'est infernal, un canard dans un bâtiment. Et donc, effectivement, petit à petit, on a vu cette disparition des petits producteurs qui n'étaient pas forcément des autarciques comme nous, mais qui étaient des conserveurs à la ferme. Donc, on doit avoir 80 conserveurs à la ferme, on en avait 350 qui avaient leur petite conserverie. On a vu les grands groupes Vivadour, Euralis faire construire des bâtiments. Encore aujourd'hui, si vous voulez vous installer dans le Gers, ils vont vous promouvoir un bâtiment voilà, de bien à toutes les normes dites de biosécurité. Et pour autant, on a toujours de la grippe aviaire. Donc un jour, quand même, et je vais terminer là-dessus, sur la biosécurité, un jour, effectivement, le ministère, voyant quand même l'impasse et aussi la résistance qu'on a affirmée depuis toujours, que jamais on n'enfermerait nos volailles, que le plein air, c'était un mode de production à part entière et que nous n'étions pas responsables de ces pandémies, mais que c'était le modèle industriel qui les avait provoquées et que ce qu'il continuait de faire, de monter des bâtiments, continuait à accentuer la densité sur les territoires et dans les élevages d'animaux semblables, hein, parce qu'il ne faut pas oublier la génétique derrière, hein, surtout sur le canard. Le mulard, c'est 99% de la production de canards à gaver. C'est tous les mêmes individus qui viennent de la même génétique, des mêmes couvoirs, qui eux-mêmes avaient été touchés, donc c'est dire aussi. Donc c'est vraiment tout ce qu'il faut pour diffuser. C'est des bombes à virus. Dès que le virus rentre dans le bâtiment, ça y est, c'est l'explosion, et là, il propulse sa charge virale dans tout l'environnement. Donc, on ne sait plus qui de l'œuf a fait la poule et inversement, puisque tout l'environnement des bâtiments est contaminé, les rongeurs. Voilà. Même dans les flaques d'eau, ils trouvaient du virus. Donc, c'est assez compliqué. Et donc, est apparu quand même, vu notre résistance et notre détermination, on leur a dit on ne peut quand même pas en rester là, puisque vous ne voulez pas nous redonner la dérogation des petits élevages plein air. Le ministère nous a proposé une expérimentation pour avoir une validation scientifique
notamment le fait que nos petits élevages autarciques, par les simples faits des règles de base, qu'on peut dire de biosécurité, qui sont le fait d'être autarcique, d'éviter des entrées dans nos élevages de personnel extérieur, de camions qui livrent de l'aliment extérieur, de manipulation d'animaux liés aux vaccinations, il y a tous, parce que nos élevages sont petits et qui font rarement appel à des équipes de travailleurs extérieurs, de montrer que moins il y a d'entrées, plus nos animaux sont de races diversifiées, d'espèces diversifiées, plus on leur donne du temps dans la croissance, ils sont moins intensifs et plus ils ont accès au plein air, plus on respecte la biosécurité qui fait qu'ils sont dans une biovie qui leur permet de résister au parasitisme extérieur, puisque moi je fais depuis 30 ans des volailles en bio, j'ai jamais utilisé aucun traitement, aucun vermifuge, et voilà, le simple vide sanitaire, l'espace, la croissance lente au travers de notre alimentation équilibrée, et on a des animaux sains tout simplement. Donc du coup, on a lancé cette expérimentation avec la FADEAR. C'est Juliette qui s'en occupe, et il y a à peu près 137 fermes qui vont être expérimentées, à peu près 50 alors en porc, parce que pour le coup, l'intérêt quand même de la crise volaille, c'est peut-être d'anticiper la future crise porc avec la peste porcine africaine. C'est que du coup, pour les éleveurs de porc plein air, on est aussi en train de mettre en place une expérimentation en prévention. Et donc, c'est enfin, si je puis dire, une petite reconnaissance par le ministère qui finance cette expérimentation et qui est accompagnée par notre réseau FADEAR. C'est pas rien, hein, parce que voilà, avec les instituts, avec l'ANSES, donc une caution scientifique. Donc il y a un gros travail qui se fait, qui est intéressant parce que enfin ils vont décrypter nos pratiques. Ils sont allés sur les fermes. La DGAL est allée pour la première fois sur des fermes autarciques la semaine dernière. C'est vous dire, ils ont mis 10 ans d'aller voir ce qu'on faisait, comment on pratiquait. Et donc voilà, il y aura une analyse de risque et on espère que dans début 2025, on aura la démonstration que le niveau de risque d'avoir des animaux plein air n'a pas d'impact sur la maladie et que donc on peut laisser nos animaux dehors. Enfin, on espère qu'on aboutira à quelque chose proche de ça, avec une analyse de risque adaptée à nos modèles de production, avec nos critères à nous de biosécurité, vide sanitaire plutôt que des infections, équarrissage à la ferme, des choses comme ça. Donc on travaille un peu toutes ces réflexions. C'est gros, c'est lourd, ça nous dépasse un peu parce que c'est très scientifique. Il faut travailler avec des instituts techniques qui n'ont pas notre langage. Et je salue tous les éleveurs qui participent à ces expérimentations et Juliette qui ont la patience de farder ces administrations et des gens qui sont quand même dans un modèle où les mêmes gros mots reviennent toujours. C'est pas possible, vous n'êtes pas passé par le SAS, il faut désinfecter ces bâtiments, et tatata, et tatata. Et ils comprennent, ils ont vraiment du mal, ils sont formatés, c'est terrible. Et donc, effectivement, dans le Gers, on a perdu à peu près la moitié des producteurs. On n'a que des gros bâtiments, une production industrielle, toujours aussi segmentée, avec des animaux qui viennent de partout, même des pays de l'Est, quand on n'a plus la capacité de produire les poussins chez nous. Donc c'est un chaos, fiasco, à coût de entre 900 millions et 1,5 milliard d'euros tous les ans depuis presque 10 ans. Bravo. Et je pense qu'on peut applaudir la lutte en cours et tout le travail qu'ils font. Je vais laisser, parce que je ne l'ai pas fait au début, mais je vais laisser du coup les intervenantes et intervenants se lever pour se présenter. Voilà, juste se présenter, puis après je lance la... Ouais, ça marche. Azilis Clapper, ça marche pas. Ça marche ? Ah ouais, super, ok. Donc Azilis Clapper, vétérinaire dans le Finistère Nord, membre du GIE Zone Verte. Je laisserai Hubert présenter rapidement le GIE Zone Verte. Donc vétérinaire, je travaille toute seule, en élevage, aussi chien, chat et chevaux, et je fais que de la médecine alternative. Voilà. Donc, Hubert Hiron, je suis vétérinaire aussi depuis 40 ans, un peu plus. Je suis membre du GIE Zone Verte avec Azilis. On est une bande de 9 associés vétérinaires bizarres qui ne correspondent pas vraiment à la définition des vétérinaires que vous connaissez. Nous, notre action, elle est basée sur la santé au naturel, le bien-être animal, et on est des vétérinaires de santé, pas des vétérinaires de maladie. La maladie, c'est déjà un constat d'échec, donc voilà, on travaille à la santé naturelle. Et ancien paysan bio et conf, accessoirement. Allô, allô. Ouais. Oui, bon, moi je suis Eric Ancelet, je suis aussi vétérinaire. Et
près, oui. Donc, de vétérinaire depuis longtemps. Et je dis ça pour pas dire que je suis vieux, c'est pas ça. C'est pour dire que sur une vie humaine et sur une pratique vétérinaire, une carrière, on va dire, on voit évoluer les maladies. Et moi, ce que j'ai constaté depuis... Je suis sorti de l'école de Toulouse en 77, c'est que ça va pas bien. L'évolution des maladies est assez dramatique, à la fois chez l'humain et chez l'animal. Voilà, et ça, moi, je cherche les causes de ça, en fait. Donc, par rapport à ce que j'ai entendu ce matin, moi, je m'occupe que de chevaux, aussi, que en médecine alternative. J'estime aujourd'hui, et je le dis clairement, que la médecine conventionnelle est de la maltraitance animale. Voilà. C'est bon ? Donc, en fait, on va... chacune de ces personnes va développer la question on va leur poser une question et ils vont développer 3 axes différents, chacun dans leur domaine. Et donc la question qu'on leur a posée, donc je la répète, c'est un peu ce que j'ai dit au début, c'est dans votre domaine, donnez des exemples précis, des arguments scientifiques et biologiques à l'appui pour montrer que l'équilibre généré par l'élevage paysan, écosystème à l'échelle de la ferme, est bénéfique sur le volet sanitaire. Avec votre éclairage scientifique et biologique, étoffez des arguments reprenables par les éleveurs et les éleveuses pour défendre l'élevage paysan. Donc chacun va va développer en fait son axe. Donc Azilis, ce sera l'axe. Voilà, donc Hubert va commencer avec les bactéries, ensuite les vers dans les pâtures, et ensuite le volet zoonose, virus et zoonose. Voilà. Ok, alors, bon, d'abord, je vous préviens, c'est mission impossible. C'est-à-dire, vous dire en 10 minutes ce qui devrait me prendre environ 2 jours, ça va être un peu... Donc, il y a des idées comme ça. Hein. Voilà. Alors, d'abord, il y a 2 difficultés. La complexité du sujet et surtout le fait qu'on parle de choses qu'on ne voit pas. Hein. C'est-à-dire que les microbes, c'est bien, d'accord, mais on ne les voit pas, donc on les oublie, on n'a pas été cultivé, on n'a pas été éduqué comme ça. Et ça pose un autre problème, c'est que on ne va pas parler de microbes, on va parler d'écosystèmes microbiens. C'est-à-dire que là, on est dans de la complexité. C'est beaucoup d'espèces, de micro-organismes. Et quand on dit microbes, ce n'est pas que des bactéries. Hein. On peut mettre les virus, les bactéries, et puis des unicellulaires, enfin tout ce qu'on ne voit pas à l'œil nu et pour lequel il faut un microscope pour regarder. Donc ce sont des écosystèmes qui sont très très complexes, qui vivent ensemble, les uns avec les autres, par les autres, pour les autres, etc. etc. Et en fait, on va se rendre compte qu'ils sont absolument partout. Alors, dans la vision habituelle, médicale, vétérinaire, technique, agroalimentaire et des gens d'administration dont tu nous as parlé tout à l'heure brillamment, vraiment extraordinaire, hein, quelle pêche, mais il ne m'écoute pas. Eh bien, dans leur tête, les microbes, c'est méchant. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'on est concentré sur le 1 pour 10 000 à peu près. Hein, la proportion, il y a en gros un microbe qui peut poser problème sur 10 000 en moyenne dans un écosystème. Et on parle du 1 et on ne parle jamais des 9 999 autres. Or, la solution, elle est là. C'est-à-dire que depuis que le monde est monde, les choses sont en équilibre. Et c'est le déséquilibre du support ou de ce qu'il y a à bouffer ou des conditions physico-chimiques ou autres qui fait que le 1 peut s'exprimer. Donc si on arrive à gérer correctement les conditions pour que les 9 999 vivent correctement, le 1 n'a pas de place, si ce n'est un 10 millième, et ce n'est pas problématique. Voilà. Bon. Donc, est-ce que les microbes, c'est méchant ? Ben non, on regarde toujours les méchants, mais on ferait bien de regarder les autres. Il faut qu'on distingue quand même ce qu'on appelle un pathogène majeur d'un pathogène mineur. Un pathogène majeur, c'est lui qui décide. Si je suis mordu par un chien enragé, alors c'est un virus, mais bon voilà, si je suis mordu par un chien enragé, je me dis pas, tiens, je suis plutôt en forme, ça va bien se passer, machin, c'est pas forcément le bon choix. Hein. J'ai plutôt intérêt à me faire soigner parce que là, c'est lui qui décide. C'est-à-dire, c'est un pathogène majeur. Mais la plupart des pathologies dont on parle sont liées à des pathogènes mineurs ou intermédiaires. Et là, c'est pas le pathogène qui décide, le pathogène va juste être l'expression d'un déséquilibre.
D'accord ? Bon, ça c'est une base, il faut avoir ça en tête. Alors, sur le fonctionnement des écosystèmes microbiens, donc, ils sont toujours le reflet du support et des conditions physico-chimiques du moment. C'est-à-dire que si les conditions changent, l'écosystème change. C'est-à-dire il évolue. Bien. Et ils sont aussi le reflet de l'ensemencement, c'est-à-dire qu'il y a des micro-organismes qui arrivent dans ce milieu en permanence. Prenez un cercle agronomique avec les animaux, les déjections, les litières, les lisiers, les fumiers, les composts, le sol agricole sur lequel on a transmis les choses, les fourrages, et puis ça retourne à l'animal, et on a un cercle comme ça. Et donc, finalement, l'écosystème qui se développe est à la fois le reflet des conditions physico-chimiques et de l'ensemencement de ce qu'on y met. Voilà. Cet ensemencement peut être un ensemencement initial. Par exemple, le nouveau-né à la naissance, il est vide et il va créer son écosystème interne, digestif, à partir de l'ensemencement pendant les premières secondes, premières minutes, premières heures, premiers jours. Donc ça, c'est un ensemencement initial. Il est fondamental parce que dans un milieu qui est vide, à peu près tout s'installe. C'est pas si simple, il y a des choses qui sont triées, mais enfin, on ne va pas rentrer dans le détail. Et éventuellement, un ensemencement permanent. Donc on a ces deux parties, les conditions physico-chimiques et l'ensemencement. Bien. Le fonctionnement d'un écosystème est très complexe, c'est-à-dire qu'on a une foultitude d'espèces et même d'êtres vivants différents, entre les virus, les microbes, les archées, les bactéries, les archées et les unicellulaires, etc. Et tous ces micro-organismes sont en interaction, en coopération pour une bonne partie, et en régulation pour d'autres, c'est-à-dire qu'il y en a qui empêchent d'autres de s'exprimer, etc. Ils sont pilotés, c'est-à-dire qu'on peut considérer qu'on a une masse laborieuse, quel que soit l'endroit, que ce soit le sol, sur le sol, les plantes dans le bâtiment, sur notre peau, nos orifices, notre système, nos écosystèmes internes. Partout, il y a des écosystèmes microbiens, absolument partout. Et ils répondent tous à peu près aux mêmes lois. Ils sont pilotés, c'est-à-dire qu'on a une masse laborieuse, une grande partie des microbes, et puis il y a des décideurs. Et les décideurs, on a des décideurs qu'on va appeler positifs, si vous voulez, par exemple des bactéries lactiques ou des choses comme ça, qui pilotent l'écosystème et qui l'embauchent pour créer ce qu'on appelle de l'anabolisme, de la construction, de la vie, des forces de vie, etc. Mais il y a aussi des bactéries qu'on peut appeler négatives, c'est des décideurs négatifs, qui vont plutôt aller vers la dégradation, la putréfaction, et on y trouve les pathogènes. Et normalement, dans un écosystème qui va bien, les conditions physico-chimiques du milieu permettent aux positifs de s'exprimer et de réguler les négatives. C'est-à-dire que, par exemple, les bactéries lactiques empêchent l'expression des pathogènes. Mais si les conditions physico-chimiques changent, ça peut mettre en panne les positives. Parce que les positives, elles sont puissantes et elles décident, elles embauchent le reste de la masse, mais elles sont fragiles. Et donc, si elles sont mises en panne par une évolution des conditions physico-chimiques, elles ne régulent plus les pathogènes et la putréfaction, et là, l'écosystème est embauché dans l'autre sens. On appelle ça du catabolisme ou de la dégradation. D'accord ? Bon, ça, c'est une loi. Alors, en élevage, il faut se dire une chose, c'est que l'élevage, c'est pas naturel. Ça fait 40 ans que je bosse avec des bios, et il y a des bios qui ont ça en tête, c'est de dire... la nature fait bien les choses. Oui, la nature fait bien les choses pour elle-même, c'est-à-dire pour un truc naturel. Et elle va parfois réguler d'ailleurs dans le sens de la déconstruction parce que ça va pas. Il s'est passé quelque chose, ça va pas, et donc pour reconstruire quelque chose après. Sauf que l'élevage, c'est pas naturel. Pourquoi c'est pas naturel ? Parce que dans un élevage, on a une concentration d'animaux de façon récurrente ou permanente. Et dans la nature, ça n'existe pas. Soit on a peu de chargement, soit, donc les animaux bougent, etc., mais peu de chargement. Soit on a beaucoup de chargement à un moment donné, un troupeau de bisons, un troupeau de gnous, ce que vous voudrez, seulement ils bougent. Et ils ne restent pas au même endroit. Or, dans nos élevages, qu'est-ce qu'on fait ? On met beaucoup d'animaux au même endroit. Et donc, du coup, c'est plus naturel.
Et le principal facteur de dégradation, c'est l'urine. Cette urine qui est composée d'eau et d'urée, l'urée, ce n'est pas un problème, sauf que ce n'est pas stable. Éventuellement, ça se décompose et ça libère de l'ammoniac. Et cet ammoniac va mettre en panne le système positif, les quelques bactéries positives. Et donc, ce sont les bactéries de putréfaction et les pathogènes qui vont avoir toute la place. Voilà, c'est aussi simple que ça, de façon schématique. Alors, en quoi est-ce que l'élevage paysan est un facteur... Enfin, quels sont les facteurs positifs de l'élevage paysan par rapport à ça? Alors bon, reste à définir ce qu'on entend par élevage paysan. On en a déjà parlé un peu aujourd'hui. Voilà, bon. Alors, plus de plein air. Bon, ça, c'est juste une évidence. Le plein air et le bâtiment, il y a une énorme différence. Donc, le plein air, parce que, par exemple, si je prends juste l'exemple de l'urine, je vous ai dit que ça posait problème. Ça peut être vrai pour des déjections aviaires aussi. Eh bien, les déjections sont normalement prises en charge par la vie du sol, c'est-à-dire la vie microbiologique du sol et la pousse des plantes, etc., etc. Donc, en fait, cette urée, par exemple, dans le cadre des mammifères, elle ne peut pas se dégrader parce qu'elle ne s'accumule pas, elle est prise en charge et donc elle ne devient pas de l'ammoniac problématique. Donc, si on a du plein air, attention, avec une concentration raisonnable qui fait que les choses peuvent être prises en charge, on a des écosystèmes positifs qui peuvent s'entretenir et rester positifs. Dans l'élevage paysan, on a plutôt moins d'effectifs. Si on a moins d'effectifs, on va avoir éventuellement plus de possibilités d'avoir des animaux qui bougent, qui se baladent, etc. On voit très bien l'effet des robots de traite avec... s'il y a un robot et que les vaches peuvent aller pâturer loin autour, je veux dire tout autour, et qu'on continue à faire du plein air, c'est pas du tout la même chose que si on a mis 4 robots, on a un gros troupeau et on peut plus sortir parce que ça ferait trop loin. Donc du coup, on a les vaches qui restent en bâtiment et donc là, on change complètement de domaine. Donc effectivement, un grand élevage peut nécessiter, peut créer des contraintes sur le plan de la gestion des écosystèmes microbiens. Éventuellement, je dis bien éventuellement, dans un élevage paysan, on va avoir plus de biodiversité, qu'elle soit végétale, animale et génétique. Et ça a été très très bien présenté tout à l'heure. En aviaire, c'est vraiment un problème majeur, c'est l'absence de diversité génétique. Et donc, et la diversité génétique, normalement, on devrait l'avoir parce que c'est dans l'esprit de l'agriculture paysanne. Moi, je constate qu'il y a des élevages paysans où il y a vraiment très peu de diversité génétique. Parfois, on a même peu de diversité botanique, c'est-à-dire est-ce qu'on a des haies, est-ce qu'on a des forêts, enfin de la forêt ou des arbres, des ligneux, etc. Qu'est-ce qu'on a comme diversité? Est-ce qu'on fait de l'agriculture paysanne mais avec du régrat-trèfle, ou est-ce qu'on a des prairies naturelles et des prairies multi-espèces, etc., voire flore complexe, etc. Donc, la biodiversité, à quelque étage que ce soit, c'est-à-dire du microbe en passant par le végétal jusqu'à l'animal, c'est quelque chose qui est stabilisant, c'est stable, c'est beaucoup plus stable, c'est beaucoup plus résilient, et donc ça protège. Mais on peut faire les mêmes erreurs sur un petit élevage que sur un gros. D'accord ? Donc il ne s'agit pas de dire « ouais, c'est paysan, machin ». Oui, paysan, d'accord, mais comment ? Bon. Donc les points à discuter, c'est l'expérience montre qu'on peut faire les mêmes erreurs en petit qu'en grand. Et puis, même si on fait globalement bien, de temps en temps, on a des points noirs. C'est-à-dire, il y a des endroits où on est en train de foutre la merde et après, on transpose cette merde ailleurs. C'est-à-dire que j'ai un parcellaire avec des animaux, j'ai de la diversité botanique, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai de la diversité animale, sauf que je fais mes mises bas dans un bâtiment, et un bâtiment que je ne sais pas gérer sur le plan des écosystèmes microbiens. Ce qui veut dire que les animaux, mettons que ce soit des bovins, les veaux qui naissent vides, ils vont récupérer de la flore du merdier que j'ai dans mon bâtiment. Et ça a beau être de l'agriculture paysanne, ils se m'ensemencent de travers. Voilà. Donc, il ne s'agit pas seulement de dire c'est paysan. Si c'est paysan et bien fait, alors là, oui, c'est une force. Voilà. C'est un peu ce que j'avais à dire en introduction, je dirais.
On peut bien sûr apprendre à identifier les points noirs et apprendre à les gérer, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va maîtriser tous ces écosystèmes microbiens qui ne sont pas étanches, hein, puisque ce qui se passe dehors, je vous ai donné l'exemple de la litière par exemple, se retrouve dedans, l'exemple du microbisme intestinal, qui est si important, puisqu'une fois qu'il est mis en place, eh bien, il va se fixer et va devenir définitif chez l'animal pour le reste de sa vie. Voilà. Ça. Bon. J'ai encore une minute. Non, je la donne à ma copine. Je ne sais pas quel micro. Ah oui, celui-là, il marche. Wow. Ok, donc du coup, pour suivre sur la question que tu nous as posée, moi, je vais plutôt développer du point de vue des vers, donc les vers dans les pâtures, le ténia, les strongles, tout ça, que vous devez connaître. Je vais rejoindre Hubert sur le fait que qu'est-ce que c'est en fait des pratiques paysannes dans l'élevage. Il y a quand même une grande définition, et là, depuis ce matin, je vois que c'est vrai qu'en fait, il n'y a pas forcément une unité de pensée, il y a plein de pensées différentes. Bon, partons du postulat que, au niveau de la santé, l'élevage paysan, c'est essayer de faire moins plutôt que d'intervenir en permanence pour rien, et que c'est aussi faire avec au lieu de faire contre. Donc voilà, si on part de ce postulat-là, il y a en effet un grand intérêt pour ce qui est de la gestion des vers. Je vais prendre un exemple. Pour le volet, de faire moins au lieu de toujours intervenir. Les bouses qui sont relarguées par les vaches dans les pâtures, elles sont normalement dégradées par les bousiers. C'est dans ces bouses qu'on va retrouver les œufs des strongles. Les strongles qui vont être remangés par les vaches plus tard et qui sont potentiellement pathogènes. Il se trouve que les bousiers ils portent sur leur carapace un petit acarien qui, lui, peut se nourrir des strongles. Ce qui veut dire qu'en fait, le bousier, quand il va sur la bouse de la vache dans la prairie, non seulement il dégrade la bouse, ce qui est essentiel, comme vous le savez sûrement, au cycle de la bouse sur le sol avec la vache, mais aussi, avec les acariens qu'il porte, il aide aussi à la régulation du nombre de strongles dans la prairie. Quand on utilise de l'ivermectine, Eprinex, Bovimec, enfin vous devez sûrement connaître aussi, on tue certes les strongles dans la vache, mais on se retrouve avec de l'ivermectine qui est dans le sol, du coup accessible par les bousiers qui vont dégrader les bouses. Et il se trouve que l'ivermectine, c'est pas juste un vermicide, c'est aussi un insecticide. Donc en fait, finalement, quand le bousier il va sur la bouse pour dégrader la bouse, il va mourir. Et ce qui fait que finalement, avec l'utilisation de l'ivermectine, en faisant mourir des populations de bousiers, on fait aussi mourir les acariens qui, eux, faisaient la régulation tout seuls des strongles. Donc là, finalement, on a une intervention qui est néfaste, alors qu'à la base, il y avait quelque chose qui fonctionnait très bien tout seul. Donc je suis quand même d'accord avec Hubert quand il dit que l'élevage, c'est pas naturel. N'empêche qu'on s'appuie sur un monde qui est naturel et qui a une logique qui fonctionne déjà et sur laquelle on peut s'appuyer pour juste aller dans le sens de cette logique et faire avec au lieu de faire contre. Là, c'est où je vais arriver à mon deuxième point. C'est l'idée d'essayer de suivre une santé ou quelque chose qui existe déjà au lieu de vouloir, face à une maladie, une bactérie ou un virus, viser l'éradication. Ça, pourquoi est-ce que c'est bénéfique ? Pour ça, il faut comprendre le concept de la niche écologique. Mais je pense que ça, vous voyez, en fait, c'est qu'il y a un endroit sur le sol, quand il est libre, il va être occupé. Ça n'existe pas le vide, que ce soit sur une parcelle, que ce soit dans la panse d'une vache, que ce soit dans notre estomac, que ce soit sur le sol de cette salle, il n'y a pas de vide, c'est toujours peuplé. Tout à l'heure, Hubert parlait des bactéries, ça peut être peuplé de choses microscopiques. Cette salle, elle est peuplée de nous. Donc en fait, ça n'existe pas, les endroits qui restent vides. Avec des molécules chimiques, comme par exemple l'ivermectine, on crée un vide. Avec un antibiotique, on crée un vide. C'est-à-dire qu'on donne un antibiotique, il n'y a plus de bactéries dans la panse. On donne un vermifuge, il n'y a plus de vers dans la panse du tout. Quand il se crée un vide, ça va être re-rempli. Sauf que ce qui se passe, c'est que ce remplissage, à la base, il a mis beaucoup de temps. Il a mis, disons, par exemple, sur une vache, il a mis à peu près 6 mois pour qu'elle atteigne un équilibre à l'intérieur de sa panse. En un instant, on donne un vermifuge qui crée un trou. Et là, du coup, ce trou, il va être peuplé très vite. On n'a pas derrière 6 mois pour refaire l'équilibre. Donc, du coup, ça va être des bactéries ou des virus potentiellement pathogènes qui vont s'installer. Et du coup, là, en fait, on a créé un déséquilibre en un instant sur un équilibre qui mettait beaucoup de temps à s'installer.
Est-ce que ça va? J'ai l'impression de un peu... Ouais, ok, très bien. Donc du coup, c'est là où en fait, si on fait toujours contre les vers, contre les bactéries, contre les virus, en fait, on crée des opportunités pour que des bactéries, virus ou vers pathogènes puissent s'installer. Et c'est là aussi, encore une fois, je pars du postulat que dans l'élevage paysan, on essaie plutôt dans la santé de faire avec. Et ben, on va accompagner le système immunitaire de l'animal qui est déjà en soi capable de gérer ses propres stongles, donc notamment avec des produits à base de plantes, etc., pour qu'un système qui marche déjà très bien tout seul soit juste aidé par nous, qui sommes les gens qui s'occupent des animaux ou les élèves, et qui du coup, en effet, les mettent dans des conditions qui ne sont pas complètement naturelles. Et du coup, on a la responsabilité que ça se passe bien. Donc voilà, ça c'est 2 points hyper importants si vous voulez construire un argumentaire. Je crois que sur le volet de la santé, l'idée d'être moins interventionniste et donc de ne pas forcément décider qu'il faut faire quelque chose et lorsqu'il faut décider de faire quelque chose, de faire avec ce qui existe déjà et pas contre, c'est super important. Et après, il y a un autre volet qui est celui des cas individuels. C'est-à-dire que maintenant, dans les normes de biosécurité, comme tu disais, c'est général. C'est-à-dire que tous les élevages se valent. Et donc, ils sont tous vus pareil. Et toutes les normes vont être appliquées de la même façon sur chaque élevage. On va le voir au niveau des vers. Là, il y a l'intérêt des coposcopies. Vous en faites peut-être déjà. C'est qu'on regarde le nombre de strongs qu'il y a dans les bousses des vaches ou dans les crottins, etc. Et en fait, on se rend très bien compte que certaines fermes ont des animaux qui sont en équilibre avec un certain nombre de strongles, et d'autres fermes, ça va être 2 fois plus de strongles, ils sont quand même en équilibre. Donc du coup, se dire que chez les animaux, c'est quand on dépasse 200 strongles qu'il faut absolument traiter tout le monde avec de l'ivermectine, c'est hallucinant, parce qu'en fait, les 2 fermes ne fonctionnent pas pareil. Et donc c'est là encore un autre volet au niveau de la santé, c'est de prendre en compte l'individualité de chaque ferme et de chaque système, et de se dire que des normes peuvent pas être appliquées comme ça de façon aveugle sur toutes les fermes, même si elles sont voisines. Et du coup, là, moi, je pense qu'il y a une prise d'autonomie en fait à avoir dans l'analyse. Du coup, je vais que parler des vers, mais des vers sur ces animaux. C'est de faire soi-même des analyses et de l'observation, et du coup de savoir, en fait, mon troupeau, là, il est en équilibre avec ces vers ou il l'est pas. Et c'est pas juste se fier à un chiffre ou à une norme réglementaire française. Voilà, donc ça, c'était mes 3 points. Après, pour élargir un petit peu plus, je pense qu'il est super important dans cette partie de la biosécurité, c'est la peur, du coup, qui est véhiculée à travers le fait de perdre des animaux, les pertes économiques, etc., que ce soit par des virus, des bactéries ou des vers, encore une fois. Et là aussi, je pense que l'autonomie et la lutte, elle est envers diminuer absolument le niveau de peur qu'on a face à ça. Quand je fais des formations pour les éleveurs, surtout sur les vermifuges, en fait, je me rends compte que quand ils voient des strongles dans les résultats de copro, ça fait peur. On se dit, du coup, ça va pas, ça veut dire que mes animaux sont malades. Et comme je viens de le dire, il y a des tas d'élevages qui peuvent être très bien à 400, 500 strongles, il n'y a pas de problème. Donc je pense qu'aussi, il y a un travail de connaissance, d'avoir plus de connaissances sur ce qu'est les virus, les bactéries et les vers et leurs effets, pour pouvoir après être rassuré et pas face à un discours complètement alarmiste et décalé d'un équilibre global, se sentir soi-même rassuré de ne pas faire des traitements. Parce que c'est aussi une partie pris de se dire, en fait, ok, là, moi, j'ai confiance, ça va bien se passer, et je décide de ne pas traiter au Bovimec ou autre molécule. Ouais, c'était surtout ça que je voulais dire. Voilà. Bon, je suis très content d'intervenir en 3e, en fait, parce que tout ça, je suis entièrement d'accord, et donc j'ai pas à le dire. Donc vous reprenez tout ça, et très très bien. Donc moi, on m'a collé les virus, donc c'est pas une partie très facile, il y a beaucoup de complexité. J'avais envie de dire quelque chose quand même, puisque j'interviens dans le cadre d'un travail sur la biosécurité. Pour moi, la biosécurité, c'est un terme de la novlangue industrielle, en fait. Et ce que j'ai envie de mettre en face de la biosécurité, c'est le biopouvoir, en fait. Et ça, pour réfléchir, hein, parce qu'en fait, c'est vous imposer de la sécurité, c'est vous imposer un pouvoir, et vous allez échanger cette sécurité contre votre liberté, en fait. Donc ça, c'est un peu politique, mais de toute façon, notre relation au monde microbien est politique. Hein. C'est vraiment quelque chose qui est utilisé, notamment à travers la peur. Donc les virus qui font partie de ce qu'on appelle les micro-organismes, donc Hubert l'a dit, c'est des êtres qui sont invisibles à l'œil nu, invisibles même les virus au microscope optique. Hein, il a fallu l'apparition des microscopes électroniques pour qu'on voit les virus.
Et c'est un grand mystère, les virus, parce que c'est quelque chose qui n'est pas considéré comme vivant. D'autres disent que c'est vivant, c'est pas vivant, c'est vivant, c'est pas vivant. Et pourquoi ? Parce que c'est pas une cellule complète. C'est pas comme une bactérie qui va avoir des organites, une membrane, etc. Un virus, c'est juste un morceau d'acide nucléique, un ADN ou un ARN, souvent des ARN, entouré d'une capsule protéique. Donc si vous voulez, ça n'a pas de membrane, ça ne mange pas, ça n'excrète rien, ça n'a pas de métabolisme, et ça a besoin pour se reproduire d'une cellule. Donc c'est avant tout, et c'est vraiment, pour moi c'est ça un virus, c'est une information. Donc c'est pas un être vivant, c'est une information qui circule dans le vivant. En fait, on vit dans ce brouillard microbien, on vit dans un brouillard microbien, mais on ne le voit pas. Il faut comprendre qu'on est complètement poreux. C'est pour ça que toutes les mesures d'évitement, que ça soit de faire des bâtiments, que ça soit de faire des clôtures, que ça soit de mettre des masques, que ce soit de faire des vaccins, c'est complètement illusoire. Parce qu'on est dans une dynamique d'évitement. Et l'évitement, pour nous, ça débouche très vite sur l'éradication. Là, il faut comprendre que c'est complètement utopique. Alors, j'aime bien les chiffres quand même, parce que même si les chiffres sont toujours, voilà, ils sont jamais certains, mais c'est quand même intéressant. On considère que la biomasse terrestre, la biomasse, c'est la quantité totale de vivants sur la Terre. D'accord ? 550 milliards de tonnes de vivants, tout confondu. Là-dessus, vous avez 450 milliards de tonnes de végétaux. Écoutez bien, vous avez 70 milliards de tonnes de bactéries, 200 millions de tonnes de virus, 6 millions de tonnes d'humains. C'est-à-dire que vouloir s'éloigner de ça, vouloir l'éviter, vouloir éviter qu'il nous contacte, c'est complètement illusoire. Voilà. Donc, être dans cette maladie de la peur du microbe, depuis Pasteur, eux, ils sont arrivés il y a 4 milliards d'années, les microbes. Hein. Ils ont été tout seuls pendant 2 milliards d'années. Ils ont construit toute cette biosphère et ils continuent. On a parlé des microbiotes intestinales, etc., etc. Et c'est eux qui, finalement, qui pilotent tout ça. Ils pilotent le vivant. Ils ont inventé la cellule eucaryote, par exemple. Une cellule eucaryote, c'est une cellule à noyau. Nous, on est composé, je vais continuer avec mes chiffres, de 10 000 milliards de cellules eucaryotes. Mais c'est les bactéries qui ont inventé la cellule eucaryote, il y a 2 milliards d'années. Et on est composé aussi de 100 000 milliards de microbes, 10 fois plus de microbes. En fait, on est ce qu'on appelle des holobiontes. C'est un terme que vous trouverez, hein. Un holobionte. C'est-à-dire qu'on est une confédération. On se la pète. Moi, je m'appelle Eric Ancelet, j'ai une carrière. Mais non, je suis un holobionte, en fait. Je suis composé de 10 000 milliards de cellules et de 100 000 milliards de microbes qui fonctionnent ensemble. OK ? Comme l'a dit Hubert, c'est-à-dire que si vous faites, quand vous faites un antibiotique, par exemple, vous vous mutilez. C'est comme si on vous coupait une main ou on vous enlevait un organe. C'est un organe. Ça fait partie de vous. Vous n'avez pas un microbiote. Vous êtes votre microbiote. Donc, vous voyez, ce combat sans fin avec des molécules toxiques où on va finalement détruire cette vie à l'intérieur de nous, c'est perdu d'avance et c'est excessivement négatif parce qu'on affaiblit ce qu'on appelle le terrain. Et l'immunité. Parce que votre microbiote intestinal a à peu près 2 kilos de bactéries qui ont 30 fois plus de gènes que vous. Donc, ils ont des capacités de production de protéines, de vitamines, etc., etc., extraordinaires. C'est eux qui nous maintiennent en vie, en fait. Alors, vous imaginez ce que vous faites quand vous vaccinez, quand vous faites des antibiotiques, quand vous faites de la cortisone qui va sidérer le système immunitaire, vous altérez le microbiote. Et cette porosité, elle va bien au-delà de nos cavités creuses. Au fil du temps, il y a 2 milliards d'années, on a intégré des bactéries dans nos cellules qui s'appellent maintenant des mitochondries ou des chloroplastes. Pas de chloroplastes, pas de photosynthèse. Ça s'appelle une endosymbiose. Pas de mitochondries, pas de production d'énergie. Ce sont des bactéries. Ce sont des bactéries, à la base. Notre génome, c'est-à-dire nos chromosomes, sont composés de génomes bactériens et viraux. Les chiffres les plus avancés, les plus osés, parce qu'il faut oser le dire. Ils ont peur de le dire. Ils disent 50% de notre génome est composé de génome microbien. D'accord ? Moi, je dis 100%. C'est-à-dire qu'en fait, au fil de l'évolution, si vous voulez, les microbes ont mis en réserve des mémoires qui sont les génomes des êtres de plus en plus complexes et diversifiés qui sont apparus par la suite. Et ils pilotent tout ça.
Ils pilotent tout ça. Alors, c'est quoi une zoonose? Moi, quand on me dit il faut que tu parles de virus et zoonose, ça veut dire qu'on associe systématiquement dans le titre le virus avec une maladie. Or, évidemment, la maladie va apparaître dans des conditions particulières de déséquilibre du terrain, même si on considère qu'il y a une bactérie ou un virus sur 10 000 qui est pathogène. Moi, je remets complètement en question la notion de pathogène. Il n'y a pas de pathogène, il y a des déséquilibres environnementaux. Et si vous voulez, au lieu de lutter contre des êtres qui nous construisent et qui nous soutiennent à longueur de temps, qui soutiennent notre immunité, l'immunité est très dépendante du microbiote, au lieu de les combattre, il faudrait, on l'a dit, être avec, en fait, les soutenir. Or, tout ce qu'on fait, toutes ces mesures qu'on fait, en fait, ça les détruit. Donc voilà. Donc c'est quoi une zoonose? En fait, on dit que c'est une maladie qui est transmise à l'humain par des animaux. Ça marche dans les deux sens. Et depuis le début du néolithique, depuis les premières domestications, à partir du moment où vous entassez des espèces, vous les rapprochez, voilà, on va avoir des échanges microbiens, c'est normal. Et ça peut passer par des crises existentielles qu'on appelle des maladies, qui sont juste des ajustements, qui peuvent être des processus de détoxification, de reprogrammation des ADN, etc. Et en fait, j'arrive au troisième point. Vous me demandez qu'est-ce que c'est que l'élevage paysan, qu'est-ce que l'élevage paysan peut faire par rapport à un élevage industriel? Soutenir l'immunité de vos animaux. Et là, on peut reprendre tout ce qu'on a vu ce matin. Parce qu'en fait, l'immunité de vos animaux, c'est aussi leur état émotionnel. C'est abaisser le niveau de stress. C'est avoir des manipulations, le mot n'est pas très joli, qui sont en fait des contentions, si vous voulez, mais qui sont le plus douces possible. Et ce n'est pas une question de dire ils ont une âme, ils ont une conscience. Chacun son avis là-dessus. Restons pragmatiques. Donc pour moi, l'élevage paysan tel que je l'ai compris aujourd'hui, c'est simplement soutenir l'immunité des animaux. Et ça veut dire maintenir un état d'équilibre qui fait que jamais les micro-organismes pathogènes ne vont... Il n'y aura pas de maladie. Maintenant qu'il y ait des maladies... Alors, je voulais en arriver là, en fait. À partir du moment où on décide de ne plus désigner un bouc émissaire, que ce soit n'importe quel bouc émissaire, à tous les niveaux, politique, économique, social, ici on est en biologie, on va désigner un parasite. Moi, j'aime pas ce mot-là. Pour moi, il n'y a pas de parasite. Il y a une présence vermineuse qui peut être équilibrée ou non. S'il y a parasitisme, c'est qu'on a un déséquilibre quelque part. Il n'y a pas de pathogène. Il y a un déséquilibre. Et au lieu de désigner des boucs émissaires en disant ça, c'est des pathogènes, donc, c'est-à-dire ils sont essentialisés. Ils sont pathogènes de manière essentielle. Ils ne peuvent pas être autre chose. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ils ont leur place aussi dans l'écosystème des microbiens. Et si, au lieu de désigner des boucs émissaires, lui, il a un mauvais gène, manque de bol, mutation aléatoire, etc., l'autre, il a un microbe, l'autre, il a chopé un ver, si on prenait nos responsabilités en tant qu'humains sur les déséquilibres environnementaux que nous avons induits, notamment depuis, on va dire, 200 ans, correspond aussi à peu près à la découverte des microbes, entre parenthèses, c'est-à-dire la société industrielle. Par exemple, est-ce qu'on s'interroge pour savoir si, dans un élevage, le fait d'introduire des antennes 5G, toute la pollution électromagnétique ne va pas induire des baisses d'immunité qui fait qu'effectivement, le monde microbien va s'activer. Quand il s'active, on peut dire, mais il profite de la situation. L'autre, il est en immunodépression, il se développe, ils n'ont pas d'état d'âme. Hein, d'accord ? De toute façon, depuis le début de la vie, tout le monde dévore tout le monde. Et ça continue. Donc ça fait partie de la vie. Mais il y a cette notion de symbiose dont on ne parle pas assez. Hein. Donc en fait, on vit en symbiose avec ces micro-organismes. Donc l'idée, ça serait d'avoir une réflexion très locale sur nos élevages, sur vos élevages. Hein. C'est-à-dire comment on peut générer des conditions immunitaires optimales, mais ayant aussi une réflexion, même si dans un premier temps ça ne peut être qu'une réflexion, sur toutes les dérives industrielles et compagnie, la pollution électromagnétique. On a parlé de l'érosion de la biodiversité, on a parlé de l'érosion génétique. Vous savez, les microbes, finalement, si on devait le définir avec un mot de thermodynamique, de physique, ils fabriquent de la négantropie. C'est-à-dire ils s'opposent en permanence à l'évolution, à la dégradation de l'énergie. C'est pour ça qu'ils sont arrivés à créer des êtres complexes, très très complexes et divers, qui arrivent quand même, vaille que vaille, à rester vivants un certain nombre d'années dans un univers où l'énergie se dégrade en permanence. Ça s'appelle la négantropie. Les microbes fabriquent de la négantropie. Donc quand vous avez une activation microbienne suite à un déséquilibre, ça peut être un problème émotionnel dans votre famille, ça peut être une pollution électromagnétique, ça peut être plein de choses, et toute la médecine conventionnelle. Voilà. Quand vous avez ce genre de déséquilibre, il s'active.
Et je disais, est-ce qu'ils s'activent pour nous emmerder, parce qu'ils profitent de la situation, ou est-ce que c'est la solution du problème? Est-ce qu'une maladie infectieuse aiguë ne serait pas une crise existentielle pour aller au-delà de quelque chose d'une dégradation de l'environnement, une distorsion, une disruption dans l'environnement, et que à travers la maladie infectieuse, on va à un stade ultérieur d'évolution? C'est une question, c'est une hypothèse, mais je pense qu'elle vaut le coup d'être posée. La médecine alternative, pour moi, on ne cherche pas à éradiquer quoi que ce soit, on cherche à accompagner un être vivant dans sa crise existentielle. C'est-à-dire, on va essayer de rétablir un équilibre. La crise va être parcourue de A jusqu'à Z. Simplement, elle sera moins intense et moins durable. Et on va faire en sorte qu'effectivement, il n'y ait pas maladie grave, mortalité, etc. Et la médecine alternative est donc une médecine d'accompagnement et non pas d'éradication. C'est-à-dire que même à travers la prise en charge des maladies, je vous disais tout à l'heure qu'à travers, quand même, je suis pas mal d'années, plus de 45 ans de médecine vétérinaire maintenant, j'ai vu se dégrader les maladies. En fait, si vous voulez, on est passé du chaud au froid. C'est-à-dire qu'on avait des maladies aiguës, hyperthermiques, inflammatoires, avec des éliminations catarrhales. C'est-à-dire qu'en fait, c'était des crises éliminatoires, tout simplement. Et on passe de plus en plus dans des maladies froides. Les maladies froides, c'est des maladies... Vous savez, 70% de la mortalité aujourd'hui, chez l'humain, on va dire, ce ne sont pas des maladies infectieuses. Ce sont des maladies, c'est le diabète, ce sont des maladies métaboliques, ce sont des maladies cardiovasculaires, etc. Ce que je pense, moi, c'est que le fait d'avoir lutté vraiment contre le monde microbien, contre le monde vermineux pendant des dizaines et des dizaines d'années avec des molécules toxiques, comme elle l'a dit, on a détruit aussi les écosystèmes, on a détruit les bousiers, on détruit les insectes, on détruit les vers de terre. Ce sont des molécules vraiment toxiques, avec des rémanences énormes. L'ivermectine, c'est 1 an et demi dans les sols, ça va passer dans l'eau. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va vermifuger un animal, on va détruire toute la vie dans l'environnement. Donc en fait, ce combat-là, le seul mode de prévention qui a été mis en avant vraiment par la médecine conventionnelle, ce sont les vaccins. Et au bout de 150 années de vaccins, les antibiotiques, c'est un peu plus récent, etc., la cortisone, etc., on a tellement effondré les terrains qu'on arrive dans des états d'énergie où il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus d'immunité, si vous voulez. Le terrain est complètement dégradé. Et là, on va voir apparaître des maladies froides. Et vous allez avoir des cancérisations. Moi, je soigne les chevaux. Quand j'ai commencé, il y avait très très peu de cancers chez les chevaux, très très peu. Il y avait le cancer des chevaux gris, la mélanose, mais c'est tout. Aujourd'hui, on a des cancers digestifs, on a des cancers. Ça veut dire qu'on est passé des maladies chaudes aux maladies froides. Et c'est l'évolution de notre civilisation. Et j'ai tendance à dire, avec un peu de pessimisme, que si on continue sur cette pente-là, on est vraiment bientôt au bout du rouleau, là. Parce qu'il y a un épuisement. Donc érosion de la biodiversité autour de nous, érosion de la biodiversité génétique, érosion de la biodiversité microbienne. On est en train de perdre de la négantropie. Okay. Donc en fait, perdre de la négantropie, ça veut dire qu'en fait, on va mourir. Alors on va mourir, hein. Ça je vous rassure tout de suite, un jour. Mais en fait, on va mourir, on peut mourir aussi en tant qu'espèce. Hein. Voilà. Alors je sais, ça fait un peu catastrophiste, complotiste, effondriste et tout ce que vous voulez, mais en fait, pour moi, la parole du thérapeute, dans l'accompagnement d'une espèce animale, qui est une espèce très proche de nous, très empathique, moi je prétends que, en fait, si vous voulez, le cheval a des maladies qui sont très proches des nôtres, hein, c'est absolument incroyable. Maintenant, ils font des infarctus, ils font des AVC, ils font du diabète, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. On n'en parlait pas de ces choses. Alors on dit toujours, oui, mais si on n'en parlait pas, c'est qu'on ne diagnostiquait pas. Non, pas ça du tout. Hein. En fait, ça n'existait pas. C'est-à-dire que quand vous observez les maladies animales avec des vies plus courtes, surtout des animaux très proches de nous, comme les chevaux, ce que vous allez observer, c'est qu'ils vous renvoient, à travers leur maladie, une image du monde dans lequel vous vivez. C'est-à-dire que la santé, en fait, pour moi, la santé, l'équilibre, l'harmonie, c'est quelque chose qui vous montre que vous êtes... La santé animale, l'absence de maladie animale, vous montre en fait que votre écosystème est en équilibre. Donc accompagner ces moments-là avec tout ce qui nous échappe, dérèglements climatiques, les pollutions électromagnétiques, mais arrêter de lutter contre le monde microbien, parce que ça c'est vraiment... Enfin c'est nos plus grands amis, on va dire. Donc voilà, Microbes sans frontières, vous adhérez tous.
Alors ça a été dit par plusieurs d'entre vous, je crois, dans le sens où vous aviez un discours qui disait ça va de pire en pire, ça se dégrade, l'état de santé de nos troupeaux en général. Et donc des questions qui vont dans ce sens-là. Il y a eu des solutions individuelles de proposer, mais dans un monde qui s'industrialise, qui se réchauffe, dans un monde hostile, avec des boulevards à microbes, que faire ? Comment réagir au-delà de sa simple situation individuelle ? Quand vous dites au-delà de la simple situation individuelle, c'est-à-dire au-delà de l'échelle de la ferme ? Exactement. Mais en fait, quelle que soit l'échelle, l'action elle a forcément un effet. Moi, je pense que c'est un peu se perdre que de penser qu'il faut absolument changer quelque chose à grande échelle tout de suite parce que c'est la catastrophe. Si déjà à l'échelle d'une ferme, l'écosystème il est bien maintenu, qu'il y a des pratiques de santé qui vont dans le sens de la santé, etc., c'est déjà largement suffisant parce qu'ensuite, tout ce qui est fait à l'échelle d'une ferme, déjà, est un exemple pour des fermes alentours. Et en plus, comme tu disais, à travers l'eau, etc., tout ce qui est fait à l'échelle d'une ferme a un impact à l'échelle de la France entière. Donc pour moi, la réponse, elle est claire. Faire déjà à l'échelle de la ferme, c'est déjà énorme et très bien. Par rapport à cette question, pour moi, si vous voulez, c'est... En fait, depuis pas mal de temps, je suis dans la transdisciplinarité. Je ne suis pas seulement un biologiste, un vétérinaire, je m'intéresse à la philosophie, l'anthropologie, l'histoire, etc. C'est-à-dire que... Alors, je vais résumer des années et des années de réflexion. Pour moi, si vous voulez, le fait de faire de la médecine alternative, d'avoir cette vision-là du monde, c'est changer sa vision du monde. C'est très difficile, hein. On est très formaté, hein, sur avoir peur des microbes, avoir peur des vers, etc. On est très, très formaté. Profondément formaté. Et même quand votre conscience va commencer à se dire oui, il a peut-être raison, on pourra réfléchir, à l'intérieur, vous aurez toujours les blocages, vous aurez toujours les peurs. Donc en fait, c'est devenu pour moi, de faire de la médecine alternative, un acte politique. C'est-à-dire refuser de continuer à empoisonner, c'est un acte politique. Parce que, comme elles viennent de le dire, à votre petite échelle, on pourrait parler des colibris, tout ça, à votre petite échelle, vous arrêtez la dégradation. L'entropie. Et donc, en fait, c'est pas parce qu'on a des problèmes globaux, mondialisés, systémiques maintenant, dérèglement climatique et compagnie, qu'il faut renoncer sur place. Il faut continuer à accompagner, soutenir. C'est comme si vos petits élevages devenaient, excusez-moi le terme, mais ça devient des sanctuaires du vivant. Alors, une question technique précise. Est-ce que la MHE, la maladie hémorragique épizootique, est-elle plus dangereuse que la FCO ? On n'a pas la réponse, mais on ne va pas regarder les choses comme ça. C'est-à-dire que déjà, on pourrait revenir sur la FCO, parce que c'est intéressant. La FCO 2007, 2008, 2006, 7, 8, 9. GIE Zone Verte, on avait répondu à ça par rapport à l'obligation vaccinale, hein, puisque la maladie a commencé en fin 2006, mais s'est développée dans le Benelux, a couvert tout le Benelux en 2007, est arrivée en France, et puis nous, on a eu le gros boom de la FCO en 2008, en même temps qu'on a eu l'arrivée des vaccins. Et là, on nous a dit, il faut éradiquer la FCO. Et on est les seuls vétérinaires à avoir pris position officiellement contre le gouvernement, contre les syndicats qui poussaient ça, la fédération du bovin, enfin du commerce de bétail, etc., etc. On a dit non, c'est juste pas possible, c'est un non-sens total. Ça n'a aucun sens de vouloir éradiquer la FCO. La FCO, elle est là, elle vit sa vie, et continuera à vivre sa vie. Et on a donné toutes les bonnes raisons pour que ce soit. Et on s'en est pris plein la gueule. Voilà, bon. Donc, alors, là, on va pas recommencer pour la MHE, parce que ce qu'on a écrit pour la FCO, ça vaut pour la MHE. Hein. Donc, vous allez sur notre site, la Zone Verte, et puis vous lisez notre dossier, vous allez voir. En fait, est-ce que c'est pire, est-ce que c'est pas pire ? Personnellement, c'est juste un avis, elle est là depuis un moment. D'ailleurs, au tout début, on nous a dit qu'elle arrive dans les Pyrénées. Bon, très bien, elle arrive dans les Pyrénées. Puis tout d'un coup, très peu de temps après, il y en avait aussi dans les Alpes.
Elle était passée, les culicoïdes avaient pris le métro, le train et le machin pour arriver dans les Alpes. Non, elle était là depuis un moment. Simplement qu'on ne la regardait pas. C'est à partir du moment où on analyse ou qu'on recherche quelque chose qu'on met une étiquette dessus. Mais c'est tout. On trouve ce qu'on cherche, exactement. Donc, pour la MHE, les principes restent les mêmes que pour la FCO. C'est assez simple. Quand on a écrit ce qu'on a écrit sur la FCO, avant d'écrire, on est allé se renseigner aux Pays-Bas et on a rencontré le directeur du service sanitaire du Pays-Bas. Alors, c'est un système GDS plus DSV en même temps, hein, d'accord ? 14 000 élevages sur structure centralisée. Et donc, alors il nous a dit, c'est une maladie ovine, donc pour les bovins, c'est pas très grave. Mais enfin, globalement, ce qu'on a vu, nous, puisque eux, ils ont vécu ça sans vaccin, on est bien d'accord, ce qu'on a vu, nous, c'est que, c'est pas très, très grave. On a à peu près, en moyenne, une mortalité par élevage ou moins et quelques malades. Mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est qu'il y a une énorme disparité. C'est-à-dire que bien qu'il y ait toujours à peu près les mêmes vols de culicoïdes et compagnie, donc à peu près les mêmes doses de contamination, il y a des élevages chez qui on ne voit strictement rien. C'est-à-dire que tous les animaux sont positifs, mais on n'a pas de malade, et des élevages où c'est la cata. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Et c'est effectivement ce qu'on a vu ensuite chez nous. Et pourquoi c'est important ? Parce que ça, c'est la lecture de l'équilibre ou du déséquilibre. Et quels étaient les systèmes qui morphaient le plus avec cette histoire de FCO ? Des systèmes à forte concentration, systèmes lisiers, etc., etc. Voilà. C'est tout simplement ça. C'est-à-dire des systèmes déséquilibrés. Et c'est ça qui est important. Et ce sera pareil pour la MHE. Donc on n'a rien de neuf à dire sur la MHE, parce que ça va se passer de la même façon. Moins de maïs, oui. Juste, je voulais dire, on passe notre vie à essayer d'expliquer aux gens comment faire. Hein ? Moi, j'ai voué ma vie professionnelle à ça, c'est-à-dire la santé au naturel pour une agriculture paysanne et respectueuse. Simplement, on ne peut parler qu'à des gens qui nous demandent de parler. Alors là, c'est sympa, on nous invite, on cause, mais notre job, c'est de former à travers des formations. Et moi, je ne suis pas débordé par les demandes des ADR. Hein. C'est-à-dire que théoriquement, je ne devrais bosser quasiment, je devrais être pris à plein temps que par des ADR et la FNAB, enfin des GAB. Et des CIVAM, ouais. Des structures qui promeuvent, qui sont dans cet esprit-là. Or, c'est pas ce qu'on me demande, quoi. C'est-à-dire que moi, j'ai les chambres d'agriculture de la Manche ou autres, avec des éleveurs qui ont 200, 300 vaches et qui me demandent de l'aroma. Et pourquoi ils me demandent de l'aroma ? Parce que quand on fait le tour de table de présentation au départ, c'est « les antibiotiques, ça coûte cher ». Ou alors, je suis en bisbille avec mon veto. La motivation, c'est ça. C'est pas normal. Moi, je veux bien leur expliquer. Mais enfin, j'aimerais mieux parler à des gens comme vous, quoi. Eh bien, ça, c'est même pas vrai. Il y a d'autres questions ? Ouais, Hubert. Donc, tu as parlé de l'élevage qui n'était pas forcément une chose naturelle. Donc, des questions par rapport à ça, notamment sur la concentration des animaux en élevage, où on a eu des remarques comme quoi la capacité d'accueil des végétations spontanées serait de l'ordre seulement de 0,2 IGB hectare. Donc, même dans nos élevages paysans, on est bien au-delà de ça. Donc, est-ce que nous-mêmes, on est déjà trop concentrés ? Une question aussi par rapport toujours dans l'élevage, par rapport à la sélection génétique. Y a-t-il, que ce soit en brebis laitière, mais également en vache, des problèmes de consanguinité ? Merci. Alors, c'était provoque de ma part de dire ça, mais bon, on n'est pas là on est là pour discuter, quoi. Hein, voilà. C'est pas naturel. Alors, c'est pas naturel. Effectivement, selon l'approche qu'on a, on va donner des chiffres de chargement. Tu dis 0,2, Ducerf dit 0,3 en général plutôt, mais lui, il a son œil de botaniste à travers une biodiversité botanique qui se maintient et qui ne se dégrade pas.
hein. Et on constate effectivement que dès qu'on charge plus, eh bien, on a une dégradation de la biodiversité au profit de certaines espèces. Alors, soit des espèces qu'on a semées, plantées, qui sont productives et qui écrasent tout le monde autour, hein, parce qu'on les a sélectionnées sur ces critères-là. Hein. Un dactyle de course, c'est quand même pas très sociable. Hein. La phytosociologie du dactyle, pour en discuter. Hein. Et d'un autre côté, on peut avoir carrément une rétrogradation des terres et des prairies, avec une raréfaction de la diversité qui va jusqu'à quelques plantes qui arrivent à survivre dans ce milieu complètement dégradé. C'est le cas, par exemple, je ne sais pas s'il y a des gens qui viennent du Beaufort ici, mais typiquement, dans le cahier des charges du Beaufort, il y a eu au départ des inventaires botaniques qui ont été faits dans les alpages, avec, je ne sais plus, 160 plantes différentes, quelque chose comme ça. Et Dussert, Gérard Dussert, hein, les plantes bioindicatrices, quand il est retourné 30 ans après pour faire des inventaires botaniques, il dit mais il y a des alpages où on n'a plus que quelques plantes, qui sont les seules à survivre dans ce milieu complètement dégradé à cause du surchargement, quoi. C'est-à-dire que on met trop de bestioles parce que on a trop chargé, parce que le lait payait bien, parce que et on arrive à des trucs complètement dégradés. Donc à combien on peut charger un système ? Ça dépend du système, bien évidemment. Il y a des systèmes qui sont plus fragiles que d'autres qui sont naturellement productifs, où on peut mettre plus de bestioles, parce que il est quand même capable de produire des choses. Et puis, il ne faut pas oublier qu'on regarde toujours ce système par rapport à des surfaces de SAU, on va dire, donc de l'herbe et éventuellement des cultures, et qu'on oublie tous les ligneux, les arbres, les arbustes, etc., qu'on ne compte pas du tout. C'est-à-dire qu'on oublie que ça devrait faire partie du système. Et donc, évidemment, le système se dégrade d'autant plus qu'on l'a simplifié. Il y a eu une question ce matin sur le pâturage tournant dynamique. Je ne vais pas développer ici, mais je suis très critique, non pas par rapport au fait de faire du pâturage tournant, mais tel qu'il est pratiqué à travers des mouvements, pâture-sens, etc., etc. Pour moi, ça, c'est vraiment quelque chose qui va dans le mur. C'est-à-dire qu'on est dans la dégradation des sols et dégradation de la santé des animaux, parce qu'on n'est pas du tout dans de l'équilibre. Mais là, je n'ai pas le temps de développer. Juste peut-être parce qu'on va être frustré sinon, quand même, quelle différence tu fais entre ce pâturage tournant dynamique et un pâturage tournant plus classique ? Enfin, à quel endroit ça va dégrader le troupeau et la flore ? La recherche de productivité est beaucoup trop court-termiste. Elle regarde combien je produis de litres de lait à l'hectare en tournant sur mon machin, sans regarder l'évolution du sol, de la botanique et surtout le bilan santé sur les animaux. C'est-à-dire que comme on est dans une rotation très rapide où les animaux ne mangent que des plantes jeunes, certes c'est productif, mais ça ne correspond pas à la physiologie des animaux. Alors ça peut correspondre sur des laitières à condition qu'on compense avec quelque chose un peu, hein, mais ça ne correspond pas du tout par exemple à des vaches en gestation. C'est-à-dire que l'équilibre de la gestation, c'est le contraire en termes de maturité des fourrages consommés, c'est le contraire de la lactation. Les animaux, ils ne se trompent pas, ils ne font jamais d'erreur. Que vous preniez des bisons d'Europe, des bisons d'Amérique, des gnous, oui, ce n'est pas des bovins, mais enfin peu importe, ça ressemble, des yaks, des gaillacs, des gores, etc., tous ces bovins sauvages, ils ne font pas d'erreur. Pourquoi ? Parce qu'ils sont saisonnés sur un espace saisonné. Et ils choisissent précisément la date de mise bas pour avoir de l'herbe qui pousse pour faire du lait, pour nourrir les petits. Parce que le projet, c'est quand même qu'ils grandissent pour être autonomes une fois qu'ils seront taris. Bon. Et donc, il n'y a pas d'erreur. Ça veut dire que la fin de gestation a toujours lieu quand l'herbe ne pousse pas. Quand l'herbe ne pousse pas, c'est-à-dire qu'elle est mûre. Et ça, c'est l'équilibre naturel d'une alimentation fin de gestation. Et donc, si je suis sur un pâturage tournant rapide, à cycle rapide, et que je mets des gestantes dessus, je suis complètement à la masse. Et ça va entraîner 80% de la pathologie du troupeau. C'est-à-dire qu'on peut faire les mêmes conneries, par exemple par rapport à la sensibilité à la FCO, avec du pâturage tournant qu'avec des silos des silos d'herbe qui ont été récoltés jeunes. Forcément, on ne peut pas les ensiler autrement. Mais
en attendant, on reproduit la même connerie. Bien sûr, elles sont dehors et les oiseaux chantent et il y a des papillons. Ouais, mais ce qu'elles bouffent, c'est pas conforme. Question autour des vaccins. Qu'est-ce que vous pensez des autovaccins? Et par rapport à la grippe aviaire, vaccination à l'ARN messager pour les canards. Voilà, qu'en pensez-vous? Je vais m'y coller. Alors ça, c'est pas un sujet facile. La dernière question, c'est pour se marrer. Ouais, pour se marrer, on va se marrer alors. Moi, j'aime bien résoudre le problème des vaccins en disant 0 vaccin. Parce que comme ça, c'est tranquille, on n'en parle plus. Parce que quand il faut détailler en fait le problème de la vaccination depuis Jenner au XVIIIe siècle jusqu'aux vaccins aujourd'hui, qui sont des vrais OGM, on ne sait même pas ce qu'on nous injecte. En fait, vous avez quand même des lanceurs d'alerte qui sont des scientifiques de haut niveau, comme Alexandra Henrion-God, qui est une généticienne, qui a écrit un bouquin, c'est la RNM, et qui dit on fait n'importe quoi là. Si vous voulez, le monde, il y a 4 milliards d'années, a commencé avec des ARN. Donc en fait, c'est les toutes premières molécules organiques. Et en fait, on n'en connaît rien, en fait. Elles ont des propriétés absolument incroyables dans l'épigénétique, etc., etc. Quand vous injectez un ARN dans un organisme excessivement complexe, qui est composé de 10 milliards de cellules, 100 milliards de microbes, ils ne savent pas du tout ce que ça va faire. Ils ne savent pas. C'est-à-dire que l'ARN, il a une capacité à produire des protéines, il a une capacité à muter lui-même, à retourner à l'ADN. On le sait maintenant avec la transcriptase inverse, on le sait, le sida, etc. On peut passer de l'ARN à l'ADN. Si on passe de l'ARN à l'ADN, cet ADN artificiel, injecté à travers la peau, va intégrer notre génome. Et il va faire quoi quand il prend cette place-là? En fait, c'est des trucs d'apprenti sorcier, c'est des trucs de pognon. Il y a tellement d'autres moyens d'être dans la prévention que les vaccins. C'est la plus mauvaise prévention que vous puissiez faire, c'est les vaccins. Parce que, surtout si vous y croyez. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'à partir du moment où vous mettrez toutes vos billes là-dedans, vous ne ferez rien d'autre. Donc, quand vous commencez à vous méfier, simplement écoutez les gens qui disent, mais depuis toujours, qui remettent en question la vaccinologie systématique, qui vous disent, mais et si le fait d'avoir vacciné de génération en génération des milliers, des millions d'animaux, on n'avait pas dégradé les choses, et peut-être que ça serait une cause possible de l'apparition des maladies de civilisation? Même si on le pose simplement comme un principe de précaution, pas comme une croyance. On ne va pas poser un dogme en face d'un dogme. Mais simplement, on va réfléchir et dire, est-ce qu'on n'a pas d'autres moyens? Donc, pour moi, si vous voulez, les vaccins les plus récents sont des vaccins, vraiment, ce sont des organismes génétiquement modifiés, parce que les premiers vaccins étaient fabriqués avec des bactéries ou des virus entiers. Il y avait tout. Voilà. Ils étaient soi-disant inactivés ou tués. C'est une aberration complète. On ne tue pas un virus. Je veux dire, un virus, vous l'injectez à des millions d'individus, il va reprendre vie. Il va muter, et il y aura des virus émergents qui seront encore pires. Bref. Mais si vous voulez, aujourd'hui, c'est pas ça. On prend des morceaux d'acide nucléique et en fait, on utilise pour ça des enzymes qui vont couper les acides nucléiques, les ARN, les ADN. Et quand on vous dit un vaccin a été purifié à 5%, 10%, c'est quoi les 5% et 10% qui restent? C'est quoi ces outils de génie génétique, des enzymes qui viennent couper l'ADN et l'ARN? Si on vous injecte des trucs comme ça, et ça va couper quoi? Et où? On ne sait pas. Donc c'est vraiment un jeu d'apprenti sorcier excessivement pervers. Pour moi, en fait, c'est manipuler les gens par la peur. Et j'irai pas plus loin que ça, parce que pour moi, il y a même bien pire derrière. Voilà, alors ces vaccins, les derniers vaccins, dernière génération, tout ça, oubliez, quoi. Je suis d'accord, je suis complètement d'accord avec ce qu'a dit Eric, mais là, si vous allez chercher l'info alternative à travers tout ce qui s'est dit sur le Covid et ce qui s'écrit encore aujourd'hui, les bouquins d'Alexandra Henrion-God ou Jean-Dominique Michel, il y en a plein. Louis Fouché, il parle un peu d'autre chose en ce moment, mais voilà, l'info, elle existe, vous pouvez aller la chercher. Et donc, ce qui a été dit sur ces vaccins ARN pour l'humain, c'est complètement transposable sur les animaux. Donc je ne vais pas en rajouter. Moi, j'avais juste un mot à dire par rapport à ce matin. C'était sur l'abattage, d'accord. Tous les animaux qui partent à l'abattoir, donnez-leur la veille un berbéris en 15 CH. Berbéris. C'est un remède homéopathique en 15 CH. Ok, voilà.
La plupart en ont besoin, et ceux qui n'en ont pas besoin, ça leur fera pas de mal. Mais la plupart, ça les aide considérablement à rester sereins par rapport à ce qu'ils vivent. Non, pas du tout. Non, c'est de l'homéo. Ils shootent. Ouais. Merci Hubert, tu as répondu à une question. Je voulais juste, oui, par rapport au vaccin, je voulais juste rajouter, c'est qu'ils ont donc décidé de vacciner le canard, quand même 3 vaccinations sur du prêt-à-gaver qui a 3 mois et demi d'élevage. Je ne sais pas si vous imaginez la manipulation des animaux et le ras-le-bol des éleveurs. Mais il y a surtout que, justement, on a démarré ce débat sur la biosécurité, d'essayer d'être le plus en autarcie pour éviter de faire rentrer les manipulations. Et bien là, on a trouvé la façon de faire rentrer 3 fois sur un cycle d'un canard, d'un lot, et des fois, il y a plusieurs lots dans l'élevage, 3 fois des équipes de vaccination. Parce que quand il y a 20 000 canards dans un bâtiment, il faut 30 personnes pour venir les vacciner. Donc bravo la biosécurité, vive le vaccin et vive la grippe aviaire. Et l'effondrement immunitaire, hein, le stress. On répond à une dernière question, sinon je suis en train de vous cramer votre pause en fait. Voilà. Enfin, ils sont en train de le faire, moi ça va. Dernière question autour du microbiote. Y a-t-il eu des études qui a pu comparer les microbiotes entre des animaux élevés façon Indus et des animaux élevés en plein air? Et pouvez-vous, s'il vous plaît, par rapport à cet écosystème microbien, nous citer au moins un bouquin à lire absolument? Merci. Si vous voulez lire un bouquin qui décrit remarquablement bien la symbiose, en fait, on a été éduqué sur du darwinisme primaire, c'est la lutte de tous contre tous, c'est les plus forts qui gagnent. En fait, on a oublié la symbiose, qui est vraiment la première force évolutive de la vie, c'est-à-dire l'entraide. Vous avez un bouquin d'une américaine qui s'appelle Lynn Margulis, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Microcosmos, dans les années 50. Et je vous assure, ce bouquin-là, vous allez vraiment, c'est absolument remarquable. Pour commencer à introduire la notion de symbiose, il y a 80 ans. Et du coup, ça marche plus. C'est pas grave. Par rapport aux études scientifiques, le laboratoire Berthet en Haute-Savoie, il a du coup plus de 40 ans de recherche. Et ce qui est super intéressant, c'est que notamment il fait des typages bactériens. Donc il sait quelle bactérie il y a, mais il fait en pourcentage aussi, parce que l'idée, c'est pas juste de savoir quelle bactérie il y a, c'est en quelle quantité il y a une bactérie par rapport à d'autres bactéries. Et du coup, si vous voulez plus pencher sur la biblio ou même faire des analyses vous-même pour connaître l'équilibre microbio de la panse de la vache et de votre sol, c'est le labo Berthet en Haute-Savoie, je trouve. Oui. Alors, j'ajouterais que c'est intéressant cette évolution, j'en ai pas parlé, mais ça fait très longtemps là, si on parle de microbiote, c'est-à-dire d'écosystème microbien intestinal, ça fait longtemps qu'on sait que c'est très important. Expérimentalement, ça fait des décennies qu'on sait faire des animaux axéniques, c'est-à-dire ils naissent en milieu stérile par césarienne stérile et on les met dans une bulle stérile et on les élève, on voit ce qui se passe. Bon, c'est une catastrophe, ils sont hyper fragiles, anormaux, etc., etc. Et si on les sort de la bulle brutalement, ils prennent un tsunami microbien de l'environnement et ils meurent. Bon, voilà. Et donc, ça fait longtemps qu'on sait ça, donc ça fait longtemps qu'on a observé quels étaient à quoi ça sert en fait un microbiote. C'est-à-dire que Eric a dit à juste titre, aujourd'hui on considère que c'est un organe à part entière. C'est un organe, ça fait partie de nous. C'est-à-dire qu'on a 2 reins, un foie, machin, et un microbiote. Et c'est un organe à part entière, il en a toutes les caractéristiques. Il est indispensable, il nous appartient en propre, etc. etc. Bon. Et donc, mais c'est quelque chose qui a beaucoup progressé. Il y a eu un basculement de la connaissance assez récemment parce que c'était très compliqué à étudier. C'est-à-dire qu'il fallait faire de la bactério classique et quand on a entre 500 et 2000 espèces dans un microbiote humain, faire la bactério là-dedans, c'est super difficile. Donc c'était lent, c'était cher, ça avançait pas vite, etc. etc. Et puis, il y a un nouveau matériel qui est arrivé dans les laboratoires qui est des séquenceurs ADN haute fréquence qui fait qu'on ne passe plus par la phase bactério. Et là, en analysant ce qu'on a comme information génétique dedans, on a la liste des bactéries qui composent le microbiote. Donc ça a permis d'avancer sur la connaissance. Et donc c'est un sujet à la mode. Il y a plein d'émissions, Arte Médecine par exemple, il y en a 5-6 des docus qui sont en général plutôt bien faits. Voilà. Mais on travaille sur la souris, on travaille sur les humains. Parfois, quand on a un peu de temps, on va faire du poulet, du cochon. Alors, les bovins, ils attendront. Mais et sur les saumons aussi. Et donc, c'est-à-dire ce qui a un intérêt en élevage industriel, on est bien d'accord.
Mais tout ce qui a été découvert sur la souris et vérifié sur l'homme s'est trouvé vrai dans les autres espèces. En fait, ça, c'est des choses qui sont en place depuis 500 millions d'années ou plus. Donc voilà. Du coup, je pense... Enfin, c'est fini. Et faut les applaudir.